Il y a 15 ans, je lui ai offert le monde ou du moins un coin de celui-ci avec son nom sur la façade. Ce devait être le plus beau cadeau imaginable. Un geste d'amour, de confiance, de partenariat. Mais à l'époque, j'ignorais que je ne lui construisais pas un rêve, mais que je lui remettais les clés de notre mariage. Et comment m'a-t-elle remercié? En me trahissant. En me trompant. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont je l'ai découvert. Il était la dernière personne dont je m'attendais à entendre ou voir quoi que ce soit. Mon plan de vengeance fut discret, calculé et aussi grandiose que possible. Je lui ai donné une leçon sur les affaires et la famille. Et croyez-moi, à la fin de cette histoire, elle regrettera son geste plus que tout. Attachez vos ceintures, on y va. Tout a commencé par un baiser sur la joue et un « Joyeux anniversaire, ma chérie ». 14 ans. C'est le temps que Sophie et moi avions passé ensemble. Assez longtemps pour connaître par cœur nos commandes de café, finir les histoires l'un de l'autre, et savoir quand un dîner tranquille valait mieux qu'une soirée en ville. Notre mariage n'était pas parfait, aucun ne l'est, mais j'y croyais. Je croyais en elle. J'ai maintenant 52 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à construire quelque chose à partir de rien. Il y a 15 ans, j'ai ouvert ma première salle de sport dans un petit centre commercial, avec du matériel que je pouvais à peine me permettre. Des miroirs scotchés parce qu'ils s'étaient fissurés pendant le transport. On proposait un seul cours collectif, un entraînement en plein air sur le parking. C'était modeste, mais c'était à moi. Aujourd'hui, je possède 5 salles à travers la région. Construites brique par brique, jour après jour, en avalant des barres protéinées et des cafés comme si j'avais encore 30 ans. Ce genre de rythme ne laisse pas beaucoup de place au week-end, au golf ou au brunch prolongé, ce que Sophie me reprochait souvent. Elle disait que je lui manquais, mais je pensais que lui offrir la vie qu'elle voulait suffirait. Elle a 5 ans de moins que moi, toujours vive, élégante, avec l'allure de quelqu'un qui ne se presse jamais. Sophie a toujours aimé la belle vie, café glacé, sac de marque, escapade dans des spas le week-end. Son emploi du temps était rempli de rendez-vous chez l'esthéticienne et de déjeuners entre amis qui duraient 4 heures. Elle n'était pas paresseuse, juste sur un autre rythme que moi. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais travailler. Elle aimait se détendre. On faisait avec. Et je ne lui refusais jamais rien. Alors, pour notre 15e anniversaire de mariage, j'ai voulu faire quelque chose d'unique. Quelque chose de plus. On avait déjà fait les croisières, les dîners dans des restaurants chics avec vue sur la ville. Cette fois, je voulais lui offrir quelque chose qui dise « Moi aussi, je crois en toi ». C'est là que j'ai décidé de lui offrir une de mes nouvelles salles de sport. Un espace moderne et élégant. Des baies vitrées du sol au plafond. Du matériel dernier cri. Juste à 2 pas de chez nous, à pied. On n'avait pas encore ouvert. L'extérieur sentait encore la peinture fraîche et l'espoir. J'ai fait installer une enseigne lumineuse sur mesure au-dessus de l'entrée, Studio Fille Sophie, écriture élégante. Finition doré mat. Ça brillait la nuit comme une promesse. Je n'oublierai jamais son visage quand j'ai retiré le voile de l'enseigne. Elle était là, en chemisier blanc impeccable, les yeux écarquillés, une main manucurée sur la bouche. Puis les larmes sont venues. Pas des sanglots, juste ce genre de pleurs émus, ceux qui vous frappent en plein cœur. Elle a dit que c'était le cadeau le plus attentionné qu'on lui ait jamais offert. On s'est embrassé. On a porté un toast au champagne. On a visité chaque pièce pendant que je lui montrais les petits détails aux poignées de casier doré, son parfum préféré d'eucalyptus dans la salle de yoga, le fauteuil moelleux dans le bureau où je l'imaginais sirotant son café tout en gérant son planning. J'avais l'impression d'avoir enfin réussi. Pas juste un cadeau, un investissement en elle, en nous. Je lui ai dit qu'elle pouvait gérer la salle comme elle le voulait. J'avais déjà engagé le personnel initial. Des coachs. Une réceptionniste. Même une femme de ménage pour que tout reste impeccable. Elle n'avait qu'à être le visage de l'endroit. L'âme. Et elle rayonnait. Elle disait qu'elle avait enfin quelque chose à elle. Je l'ai cru. Ce fut la dernière fois que j'ai eu l'impression de comprendre ma femme. Parce qu'une semaine plus tard, il est entré. En jogging Adidas. Débardeur moulant sur un torse sculpté, comme s'il posait pour une pub de boisson énergétique. Cheveux trop parfaits pour être naturels. Cette démarche assurait qu'on n'a que lorsqu'on sait que les regards sont posés sur vous et qu'on aime ça. Il s'appelait Lucas. 23 ans.
Tout juste sorti d'une formation de coach sportif, enthousiaste, les yeux brillants, bâti comme une statue grecque. C'était l'un des 3 instructeurs que j'avais recrutés pour le studio de Sophie. J'avais vu son CV au correct. Mais je ne l'avais pas rencontré en personne jusqu'à ce jour. Et dès qu'il m'a serré la main, avec ce sourire arrogant, quelque chose s'est noué dans mon ventre. Je ne me considère pas comme un secure. Je suis en bonne forme pour mon âge. Je soulève de la fonte. Je ne m'essouffle pas dans les escaliers. Mais ce mec? Il entrait dans une pièce et on aurait dit un shooting photo. Et Sophie? Elle l'a remarqué. Je l'ai vu. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Mais bon sang, je l'ai vu. Cette lueur dans ses yeux. Ce demi-sourire, comme si elle se souvenait d'une blague entre eux. Elle nous a présenté et lui a lancé un de ses regards trop longs. Le genre qui vous donne l'impression d'avoir laissé votre téléphone déverrouillé sur la table. J'ai mis ça sur le compte des nerfs. Nouvelle entreprise. Nouveau personnel. Peut-être qu'elle voulait juste être aimable. Mais à partir de ce moment, l'ambiance a changé. J'ai commencé à remarquer des petites choses. Son ton. Ces soudaines bouffées de motivation, je vais au studio, je rentrerai tard. Je voulais être fier. Croire que je lui avais offert quelque chose qui la passionnait vraiment. Mais la passion? Ce mot commençait à devenir glissant. Brillant à l'extérieur, mais impossible à saisir. Car un cadeau du cœur peut devenir une malédiction. Surtout quand la personne à qui vous l'offrez a déjà quelqu'un d'autre en tête. Et je le jure, je ne l'ai pas vu venir. Pas encore. Au début, je pensais qu'elle s'adaptait simplement au nouveau rythme. Elle avait une entreprise maintenant. Un personnel. Des responsabilités. J'étais heureux pour elle sincèrement. Pendant longtemps, elle n'avait rien eu à elle. Maintenant, elle avait une salle de sport à son nom, une vraie équipe à gérer, et une chance de construire quelque chose. Je pensais que ça la comblerait. Mais petit à petit, les choses ont changé. Elle disparaissait de plus en plus. Au début, c'était 1 ou 2 fois par semaine. Elle partait pour la salle après le petit déjeuner et rentrait tard. Très tard. Elle parlait de réunions, de problèmes de planning, de soucis avec les fournisseurs, ou juste, beaucoup de choses à gérer. Je comprenais. Lancer quelque chose de nouveau, c'est chaotique. J'étais passé par là. Mais ensuite, c'est devenu presque quotidien. Parfois, elle ne rentrait même pas pour dîner. D'autres fois, elle arrivait après moi, bien après le coucher du soleil, en fredonnant doucement. Et elle a cessé de donner des explications. Si je demandais où elle était, elle haussait un sourcil comme si j'étais trop collant. Puis est arrivée la femme de ménage. Elle s'appelait Claire. La quarantaine, adorable, elle travaillait autrefois pour un de mes anciens partenaires. Sophie l'a embauchée sans même m'en parler. Je n'ai plus le temps pour les tâches ménagères, a-t-elle dit, en scrollant sur son téléphone. Gérer une entreprise, c'est plus prenant que je ne le pensais. Même sa façon de parler avait changé. Sa voix avait maintenant une pointe d'arrogance. Plus vive. Plus tranchante. Comme si tout ce que je disais était ennuyeux ou vaguement incorrect. Je lui disais que j'allais à une réunion avec un investisseur potentiel, et elle haussait les épaules comme si c'était une vieille nouvelle. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Ou si elle le faisait, ça sonnait mécanique comme une case à cocher sur une liste. Et les compliments? Ils se sont taris. Sophie remarquait autrefois quand je me rasais, quand je portais une nouvelle montre, quand je lui préparais son café comme elle l'aimait. Dernièrement, rien. Pendant ce temps, elle a commencé à s'habiller différemment. Rien d'extrême, mais des leggings plus moulants, des vestes courtes, des baskets neuves chaque semaine. Parfois, je rentrais à 20 h après des réunions, les épaules tendues, l'estomac gargouillant, et la maison était plongée dans le noir. Claire était partie. Pas de dîner préparé. Juste un mot sur le comptoir, au studio. Ne m'attends pas. Je restais là, dans le silence de notre cuisine, à fixer ce bout de papier avec son écriture élégante, et j'essayais de me convaincre que c'était temporaire. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Un homme le sent. Quand on vit avec quelqu'un assez longtemps, on connaît ses rythmes. Sophie rendait autrefois la maison vivante. Maintenant, c'était comme si elle était devenue une invitée chez elle. Ou peut-être était-ce moi.
Et puis, il y avait les petits mensonges. Je lui proposais de dîner dehors le vendredi, et elle disait qu'elle avait un atelier à organiser. Je passais au studio un mardi après-midi au hasard, et on me disait qu'elle venait, juste de sortir, pour des courses, alors que je voyais sa voiture sur le parking derrière. Une fois, j'ai demandé si elle était à une réunion avec un fournisseur, et elle a dit oui sauf que j'avais déjà parlé à ce fournisseur plus tôt dans la journée et je savais que ce n'était pas vrai. Je ne l'ai pas confrontée. Pas à ce moment-là. Une partie de moi refusait de croire qu'elle pouvait me regarder dans les yeux et mentir. Je me disais qu'elle avait peut-être besoin d'espace, qu'elle luttait peut-être avec le poids des responsabilités. La salle, c'était beaucoup. Gérer le personnel, le marketing, les plannings. Peut-être que c'était trop pour elle, et qu'elle ne voulait pas l'admettre. Mais les excuses ne tiennent qu'un temps avant de s'essouffler. Et pour la première fois en 14 ans de mariage, j'ai réalisé que je ne me sentais plus comme un mari. Je me sentais comme une arrière-pensée. Une ombre qui payait les factures pour la vie de quelqu'un d'autre. Et pourtant, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Les semaines passaient, et Sophie s'éloignait de plus en plus. Lucas n'était au début qu'un nom. Juste un gars sur la liste de paix. Mais à un moment, Sophie a commencé à le mentionner plus souvent. Lucas a proposé une nouvelle disposition pour la zone des poids libres. Ou, Lucas pense qu'on devrait ajouter une zone d'étirement avec des miroirs. Et une fois, quand j'ai proposé de passer régler un problème avec la climatisation, elle a dit, Lucas s'en est déjà occupé. Il est vraiment débrouillard. Chaque mention me faisait un peu plus mal. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence son nom revenait. Comment son visage changeait légèrement quand elle parlait de lui, ses yeux s'illuminaient, son ton s'adoucissait, comme si elle parlait de quelque chose de doux et secret. Je lui ai demandé s'ils travaillaient beaucoup ensemble, et elle a répondu, eh bien, il est ambitieux. J'aime son énergie. J'ai hoché la tête et essayé d'être encourageant. Mais quelque chose dans mon ventre s'est tordu. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai appris ce qui s'était vraiment passé. Ce qui avait commencé par des compliments anodins et des rires partagés était lentement devenu autre chose. Lucas avait remarqué son attention. Comment aurait-il pu ne pas la voir? Sophie avait toujours su captiver une pièce, faire en sorte que les gens se sentent vus, appréciés, parfois même nécessaires. Au début, il a fait semblant de ne rien remarquer. Il jouait la carte du professionnel. Mais elle repoussait sans cesse les limites. La façon dont elle se penchait pour lui parler. La main sur son épaule pendant les encouragements. Elle a commencé à apparaître quand l'endroit était calme après les heures d'ouverture, ou juste avant la fermeture. Elle traînait, disait qu'elle vérifiait les stocks ou l'état des lieux. Il n'a pas fallu longtemps pour que Lucas commence à se sentir mal à l'aise. Je ne pense pas qu'il était mauvais. Juste jeune. Incertain. Probablement habitué à l'attention des femmes, mais pas à celle qui venait avec des attentes. Surtout pas de sa patronne. Une patronne mariée. Une nuit, Sophie est sortie avec des amis et des filles de son ancien groupe de brunch. D'après ce que j'ai appris plus tard, elles sont allées dans un bar à vin, peut-être deux. Elles n'étaient pas complètement ivres, mais pas stables non plus. Et au lieu de prendre un taxi ou de m'appeler comme elle le faisait d'habitude, elle s'est rendue au studio. Il était tard. Juste avant la fermeture. Les lumières étaient tamisées. La plupart du personnel était parti. Lucas fermait, nettoyait le matériel, comptait les serviettes dans les bacs. Elle est entrée avec sa carte magnétique. A dit qu'elle voulait vérifier quelque chose dans le bureau. Mais elle n'est pas allée au bureau. Elle est allée directement vers Lucas. Il lui a dit qu'il était sur le point de fermer. Que ce n'était pas le moment. Mais elle a balayé ses paroles d'un geste et a dit qu'elle voulait juste discuter. D'après ce que j'ai compris, la conversation a commencé légère. Quelques compliments. Une blague. Puis elle s'est rapprochée. A essayé d'être joueuse. L'a appelé son coach vedette et a dit qu'elle lui faisait plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans l'équipe. Puis elle a commencé à flirter. Au début, Lucas a essayé de ramener la conversation sur le travail. Il a parlé des plannings, a demandé si elle voulait vérifier les réservations pour le lendemain. Mais elle continuait à parler par-dessus lui. S'est appuyé contre le comptoir d'accueil, a souri comme dans une pub de parfum, et a demandé s'il avait déjà pensé à ce qui pourrait arriver si les choses étaient différentes. C'est là que l'atmosphère s'est tendue. Lucas lui a rappelé qu'elle était mariée.
A dit qu'il ne voulait pas causer de problème. Il m'a mentionné. A dit que j'avais été bon avec lui, et qu'il ne voulait rien faire qui mettrait son travail ou sa conscience en danger. Sophie a ri. Lui a dit de ne pas s'inquiéter, que personne ne saurait jamais. Elle a dit que j'étais trop occupé, trop distrait, et que ça pourrait être leur petit secret. Lucas lui a répété que c'était une mauvaise idée, qu'il ne se sentait pas à l'aise. Mais alors Sophie est devenue sérieuse. Son ton a changé. Elle l'a averti que le rejeter pourrait rendre les choses gênantes. Qu'elle pouvait facilement le remplacer. Puis elle lui a offert une prime, 1 mois de salaire, en liquide s'il faisait ce qu'elle voulait. A dit que ce serait, juste une fois, que ce n'était pas grave. Lucas a hésité. Mais quand elle lui a rappelé qu'elle était sa patronne, et qu'elle avait le pouvoir de le virer ou de le récompenser, il a cédé. Ce fut la première fois. Et ça a lancé une dynamique qu'aucun des deux ne pouvait complètement arrêter, même s'ils savaient tous les deux que ça finirait mal. Je ne savais rien de tout ça à l'époque. Pas un mot. Mais en repensant à cette nuit, je réalise que c'était le moment où tout a changé. Le moment où Sophie a franchi une ligne qu'on ne peut pas retracer. Le moment où elle a tourné le dos à tout ce qu'on avait construit. Et le pire? Ce n'était que le début. Pendant les 3 mois suivants, Sophie a mené une double vie, tout simplement. Avec le recul, c'est comme si elle était devenue 2 personnes différentes. L'une était la femme que je voyais à peine distante, polie, toujours occupée avec le studio. L'autre était quelqu'un que je ne connaissais même pas. Cette seconde version d'elle vivait dans l'ombre, derrière des vitres teintées et des portes de bureaux fermées. Et Lucas, qu'il le veuille ou non, faisait partie de ce monde. Tout a commencé cette nuit-là, mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle revenait sans cesse vers lui. Après les heures d'ouverture. Quand le personnel avait quitté les lieux, que la musique était éteinte et les sols nettoyés. Parfois, elle l'appelait dans son bureau pour discuter des plannings. D'autres fois, elle lui demandait de rester pour réorganiser du matériel ou revoir la disposition des cours collectifs. Elle avait ses façons de rendre ça officiel. Mais ce n'était pas officiel. Elle utilisait son pouvoir. Appuyait juste assez pour que ça semble être un choix, même si ça ne l'était pas. Lucas suivait, probablement par peur au début. Peur de perdre son travail. Peur de faire des vagues. Il était jeune. Il essayait de se faire une place dans l'industrie du fitness. Le genre de gars qui voulait juste travailler dur et avancer. Mais Sophie ne s'intéressait pas à sa carrière. Elle a vu quelque chose qu'elle pouvait utiliser, et elle l'a utilisé. Elle a commencé à lui donner de l'argent. En liquide. Appelait ça une prime de performance. Disait que c'était pour rester tard ou prendre des initiatives. Elle faisait passer ça pour de la générosité ou comme si elle récompensait un employé exceptionnel. Mais la vérité était plus sombre. À la maison, elle était encore plus distraite. Presque mécanique. Elle faisait semblant et me demandait comment s'était passée ma journée, hochait la tête pendant le dîner, disait bonne nuit sans lever les yeux de son téléphone. Elle a commencé à porter des parfums différents. À partir plus tôt, rentrer plus tard. Et quand elle n'était pas au studio, elle textait. Toujours en train de texter. Pendant ce temps, Lucas se fatiguait. Il essayait de rester professionnel, mais c'était impossible maintenant. Il disait oui à tout au début. Peut-être que l'argent aidait. Peut-être que l'attention était flatteuse pendant un temps. Mais après 2 mois, il a cessé de voir Sophie comme sa patronne ou même comme une femme qui flirtait avec lui et a commencé à la voir pour ce qu'elle était vraiment, quelqu'un qui ne tolérait pas un « non ». Et puis Camille est entrée en scène. D'après ce que j'ai appris plus tard, Camille était une étudiante en médecine, rencontrée par Lucas via un ami commun. Gentille, simple, complètement ignorante du chaos dans lequel il était. Lucas l'aimait. Elle lui rappelait quelque chose de normal. Quelque chose de simple. Il a commencé à passer du temps avec elle pendant ses jours de congé. Il l'emmenait sur un petit sentier au bord d'un lac près de la ville, lui envoyait des vidéos amusantes de son chien. C'est là que l'emprise de Sophie a commencé à se fissurer. Elle a remarqué le changement immédiatement. Lucas était moins réceptif. Il ne traînait plus après les heures de travail. Il évitait les réunions en tête-à-tête. Elle l'a confronté une fois, l'a coincé près de la salle de pause après la fermeture. Lui a demandé s'il voyait quelqu'un. Il a répondu que ça ne la regardait pas.
Elle n'a pas aimé ça. A dit qu'elle se sentait irrespectée, qu'après tout ce qu'elle avait fait pour lui, il lui devait au moins une réponse honnête. Lucas est parti. Il en avait assez. La dernière nuit où ça s'est produit, il était venu préparer une petite caméra, pas plus grande qu'une clé USB, cachée entre des serviettes pliées sur une étagère en face du bureau de Sophie. Discrète. Il se disait que ce n'était pas pour se venger, c'était pour se protéger. Au cas où elle retournerait l'histoire contre lui. Au cas où elle le ferait passer pour le méchant. Sophie l'a appelé tard. A dit qu'elle voulait finaliser quelques détails. Il est venu à jouer le jeu. Mais cette fois, il n'a pas fait semblant d'apprécier. Cette fois, il a tout enregistré les mots, les gestes, les menaces déguisées en compliments. Et quand ce fut fini, il est sorti du bâtiment sans dire au revoir. Le lendemain matin, Lucas est arrivé tôt. Avant l'ouverture. Sophie n'était pas encore là. Il a rassemblé ses affaires. Vidé son casier. Écrit un court mot et laissé sa carte magnétique à l'accueil. Quand Sophie est arrivée et l'a vu près de la porte, attendant pour rendre sa demande de dernier salaire, elle a demandé ce qui se passait. Il l'a regardé dans les yeux et lui a dit la vérité. Qu'il en avait fini. Que cet arrangement, quel qu'il soit, était terminé. Elle n'a pas caché sa réaction. Sa voix est devenue tranchante. Accusatrice. Elle a dit qu'il était ingrat, qu'elle l'avait protégé, qu'elle pourrait compliquer les choses si elle voulait. Il n'a pas discuté. A juste dit qu'il en avait assez. Elle l'a viré sur le champ. Comme ça. 3 mois de secret, de manipulation et de lignes floues terminées par une porte claquée et un couloir silencieux. Et moi, je ne savais encore rien. Pas encore. 2 jours après que Lucas a quitté le studio pour de bon, je suis rentré d'une longue réunion et j'ai trouvé une petite enveloppe matelassée sur mon bureau à la maison. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. Je l'ai regardé un moment, pensant que c'était peut-être un envoi d'un fournisseur ou un échantillon. Sophie recevait souvent ce genre de choses quand elle lançait le studio au bar protéiné, clé USB promotionnelle, serviette avec logo. J'ai ouvert distraitement, prêt à jeter si c'était inutile. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Petite, noire, banale. Et une feuille de papier au tapé, sans signature. Juste un titre en haut, pour vos yeux uniquement. Vous méritez la vérité. Mon estomac s'est noué. Je me suis assis au bureau, et poussé une pile de factures, et allumé l'écran. La lettre était précise. Pas décousue. Pas émotive. C'était chirurgical. Lucas expliquait tout comment ça a commencé, quand, où. Comment Sophie s'était montrée insistante, comment il avait essayé d'éviter. Comment elle l'avait menacé. Comment ce n'était pas juste une fois. Comment elle lui faisait sentir qu'il n'avait pas le choix. Et comment elle le payait pour tous ses services. Il disait qu'il n'était pas fier de ce qu'il avait fait. Qu'il avait continué plus longtemps qu'il n'aurait dû. Qu'il avait peur d'elle. De moi aussi. Il disait savoir que j'avais de l'influence dans cette ville, que je connaissais du monde, que je pourrais lui compliquer la vie si je voulais. Mais à la fin, il ne pouvait plus continuer. Il ne pouvait plus se regarder dans le miroir et faire comme si tout allait bien. Et c'est là que j'ai vu le dernier paragraphe. Il avait enregistré la dernière nuit. Pour se protéger, écrivait-il. Parce qu'il craignait qu'elle ne déforme l'histoire. Qu'elle dise qu'il avait abusé d'elle, ou franchi une limite professionnelle. Il ne lui faisait plus confiance. Il en avait fini, et il voulait partir proprement. Alors il avait tout consigné. Une caméra. Un angle. Juste assez pour montrer ce qui s'était vraiment passé et qui avait initié. Il m'a dit ce qu'il y avait sur l'enregistrement. Je ne voulais pas regarder. Vraiment pas. Mes mains tremblaient en tenant ce petit appareil entre mes doigts. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Comme s'il contenait plus que quelques mégaoctets de vidéos. Comme s'il portait 15 ans de confiance, réduit en bits. J'ai branché la clé dans l'ordinateur. Il n'y avait qu'un fichier. Pas de titre. Juste un horodatage. Ça s'ouvrait sur une image statique du bureau de Sophie. J'ai reconnu la pièce immédiatement. C'était sombre. La lumière du plafond était éteinte. Seule la lampe dans le coin du bureau éclairait, projetant de longues ombres sur les étagères.
Et puis ils sont entrés. Elle souriait. Riait à quelque chose. Habillée comme toujours au studio au moulant, leggings, cheveux tirés en arrière. Lucas semblait mal à l'aise. Il est resté près de la porte un moment, bras croisés, comme s'il ne savait pas s'il devait s'asseoir ou partir. Elle s'est appuyée contre le bureau, a croisé une jambe sur l'autre, et a commencé à parler. J'ai tout regardé. J'ai vu comment elle le cajolait. Le taquinait. Le menaçait, mais avec ce même ton qu'elle utilisait quand elle plaisantait avec moi. Elle avait raison sur une chose. Personne ne saurait jamais. Je suis resté là, 23 minutes et 54 secondes, à regarder ma femme, cette femme autour de laquelle j'avais construit ma vie, manipuler un gamin de la moitié de son âge. Avec mon argent. Dans un bâtiment que j'avais payé. Avec un personnel que j'avais engagé. En utilisant des mots que je n'arrivais même pas à croire sortaient de sa bouche. Et quand ça s'est terminé, l'écran est devenu noir. Je n'ai pas bougé. Ma chaise a grincé quand je me suis penché en arrière, et le bruit m'a fait sursauter. Le bureau semblait différent. Plus petit. Étouffant. Comme si l'air s'était épaissi. J'ai regardé autour de moi, les murs familiers, les photos de notre mariage sur l'étagère derrière moi, la licence commerciale encadrée au mur, et j'ai réalisé que quelque chose en moi s'était brisé. Pas bruyamment. Pas violemment. Juste, proprement. Comme une branche qui pliait depuis trop longtemps. Je pensais qu'on était solide. Que j'avais bien agi avec elle. Bien sûr, je travaillais beaucoup. Peut-être trop. Mais tout ce que je faisais était pour nous ou pour notre avenir. Et elle a utilisé ça pour construire un monde privé où je n'existais pas. Un monde où elle pouvait faire ce qu'elle voulait, avec qui elle voulait, pensant que je ne remarquerais jamais. Que je serais toujours trop occupé pour voir les signes. Le pire? Elle avait presque raison. J'ai fixé l'écran noir un moment. Puis j'ai retiré la clé USB et l'ai tenue dans ma paume. Mon alliance pesait lourd sur ma main. Plus lourd que la clé. La colère n'a pas tardé à arriver. Pas le genre qui crie. Pas celui qui renverse des tables ou fait des trous dans les murs. C'était froid. Clair. Comme du givre sur un pare-brise. Ça avançait lentement, mais une fois là, je ne voyais plus rien d'autre. Tout était différent maintenant. La vérité était là. La preuve dans ma main. Et peu importe à quel point ça faisait mal, à quel point c'était déchirant de voir ma vie se défaire sur un écran d'ordinateur, je savais une chose avec certitude. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'autre chose. Maintenant, j'étais éveillé. Et j'en avais fini avec les faux-semblants. J'ai ouvert le tiroir et sorti la clé du classeur. Je n'avais pas regardé notre contrat de mariage depuis des années. Pas depuis qu'on l'avait signé chez l'avocat, 2 semaines avant le mariage, en riant tous les deux de son côté, peu romantique. Elle portait une robe à fleurs ce jour-là, je m'en souviens. Elle disait que ça semblait bizarre de signer des papiers qui donnaient l'impression qu'on planifiait déjà une rupture. Je lui avais dit que c'était juste une précaution, comme une assurance ou quelque chose que font les gens responsables. Il s'avère que c'était la chose la plus intelligente que j'ai jamais signée. Article 17. 3. Je l'ai lu 3 fois pour être sûr de bien comprendre. En cas d'infidélité avérée de l'une des parties, celle-ci renonce à toute revendication sur les biens matrimoniaux, actifs ou possessions accumulés pendant le mariage, à l'exception des cadeaux explicitement désignés par écrit comme propriété séparée. J'ai vérifié les registres. La salle La Fierté de Sophie était à son nom. Je la lui avais transférée à l'ouverture, j'avais même rempli les papiers moi-même. Un geste. Un symbole de confiance. Tout le reste? La maison. Les voitures. Les économies. Les investissements. Mon entreprise. En copropriété ou uniquement à mon nom. Rien d'autre n'avait son nom de manière légalement contraignante. Elle avait joué un jeu à haut risque. Et elle avait perdu. Une fois ce point clair, je me suis mis au travail. J'ai rassemblé tout, chaque email, chaque texto qu'elle m'avait envoyé et qui ne collait pas. Chaque incohérence dans ces histoires. J'ai imprimé les registres d'accès de la salle, des captures des caméras de sécurité montrant ses allées et venues hors des heures d'ouverture. Puis j'ai copié la vidéo sur 2 clés USB et les ai étiquetées en marqueur rouge vif. Preuve privée. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin et fixé un rendez-vous. Quand je lui ai tendu le dossier et la clé USB,
Il a haussé un sourcil. Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie, lui ai-je répondu. Il a feuilleté les documents lentement, ses yeux se plissant au moment clé. Puis il s'est penché en arrière et a dit, vous l'avez coincé. Une semaine plus tard, j'étais prêt. Ce matin-là, Sophie a quitté la maison avant moi, comme d'habitude. Elle a dit qu'elle avait une réunion de planification. M'a embrassé sur la joue par habitude et est partie dans son SUV argenté, celui enregistré sous le leasing de mon entreprise. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je me suis mis au travail. Je n'ai pas jeté ses affaires. Je ne les ai pas brûlées ni éparpillées sur la pelouse comme dans les films. Je les ai emballées. Soigneusement. Silencieusement. Son armoire, ses tiroirs, sa coiffeuse, sa boîte à bijoux au tout. J'ai trié ses vêtements, les ai pliés, placés soigneusement dans de grands bacs en plastique. J'ai étiqueté chaque bac clairement avec du ruban noir. Vêtements. Chaussures. Produits de toilette. Souvenirs. Ces sacs à main ont eu leur propre conteneur. J'ai emballé tout ce qui était à elle, mais seulement ce qui était à elle. Tout ce qu'on avait acheté ensemble restait. Tout ce que j'avais payé et que je n'avais pas explicitement offert était hors limite. Je connaissais la loi. Et je l'ai suivie comme une liste de contrôle. J'ai empilé les bacs près du portail, sous l'auvent. Je les ai couverts d'une bâche en cas de pluie. J'ai scotché une note sur le dessus du premier bac, tes affaires sont ici. N'essaie pas d'entrer dans la maison. Tu n'as plus accès. Après ça, j'ai appelé le serrurier. Les serrures ont été changées. J'ai contacté la banque, gelé tous les comptes joints, et transféré mes fonds personnels en statut protégé. Les cartes de l'entreprise. Annulées. Son nom retiré de toutes les autorisations. Sa carte de carburant. Désactivée. L'accès à l'assurance auto. Réinitialisé. J'ai même changé le code du portail du garage. Elle ne l'a pas vu venir. J'étais assis sur la terrasse avec un thé glacé quand j'ai entendu le bourdonnement familier de son SUV dans l'allée. Elle a ralenti devant le portail, moteur au ralenti. Elle est sortie, s'est dirigée vers les bacs, confuse. Elle a levé les yeux vers la maison, puis regardé ses affaires. Sa main a attrapé son téléphone. J'entendais les vibrations des appels. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné. A frappé une fois. A essayé la porte d'entrée. Rien. Je suis resté assis. Elle a fait le tour de la maison. A essayé l'entrée latérale. L'arrière. J'avais tout changé. Son visage est passé de la confusion à la réalisation, puis à une sorte d'incrédulité. Puis elle s'est énervée. Elle a crié mon nom. A exigé des réponses. A frappé à la porte. J'ai attendu. Elle a rappelé. Toujours pas de réponse. Finalement, elle a abandonné et est remontée dans sa voiture. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là, dans l'allée, à fixer la maison. Et je n'ai rien ressenti. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans notre lit pour la première fois depuis des années et je n'ai ressenti que de la clarté. Pas de bruit dans ma tête. Pas de doute. La maison était calme. Elle pensait pouvoir mentir sur tout. Que je ne découvrirais jamais. Elle avait tort. Et maintenant, elle était dehors. Cette nuit-là, Sophie n'est pas allée chez une amie. Elle n'a pas réservé d'hôtel. Elle n'a même pas appelé sa sœur. Elle est allée au seul endroit où son nom était encore sur la porte, le studio. Celui que j'avais construit et lui avais offert pour notre anniversaire. Sa fierté. Elle avait encore les clés, bien sûr. Encore accès. Elle est entrée, a verrouillé la porte d'entrée, et y est restée. J'imagine qu'elle a fixé le plafond longtemps, essayant de comprendre comment tout s'était effondré en une journée. Mais je m'en fichais de l'endroit où elle était. De ce qu'elle ressentait. Elle a eu sa réponse le lendemain matin. À 9h07, un coursier s'est arrêté devant les portes du studio. Bien habillé. Visage neutre. Le genre de gars qui livre des colis pour vivre et ne pose pas de questions. Il avait une mission, remettre une enveloppe adressée à son nom, scellée dans un papier épais couleur crème, comme celle que j'avais reçue. À l'intérieur, une clé USB. Même contenu. Même vidéo. Je voulais qu'elle sache que je savais. Je ne voulais aucune ambiguïté. Pas de zone grise.
Pas de place pour ses habituelles excuses ou manipulations émotionnelles. Ce fichier parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je n'ai pas inclus de notes. Pas de menaces. Pas de messages. Juste le silence de la certitude. Et les papiers du divorce, bien sûr. Mais je les ai envoyés dans une autre enveloppe, plus tard, pour ne pas gâcher l'effet de surprise. D'après ce qu'on m'a dit, elle l'a ouverte là, dans le bureau. Quand l'écran s'est allumé et que la première image est apparue, elle s'est figée. Et restée immobile longtemps. Le personnel a commencé à arriver peu après, et elle s'est enfermée. Elle n'est pas restée longtemps. Puis elle est sortie et s'est dirigée vers ce qu'elle pensait être sa voiture. Le SUV argenté était garé dans l'allée, comme toujours. Elle a appuyé sur le bouton de déverrouillage, a tiré la poignée, et rien. Elle a réessayé. Rien. J'avais bloqué tous les accès. Elle s'est arrêtée. Sa bouche s'est ouverte comme si elle avait une réplique prête, mais rien n'est sorti. Puis la panique s'est installée. Elle s'est tournée et a sorti son téléphone. Je connaissais la routine. J'étais passé par là la veille. Elle a appelé. J'ai refusé. Elle a texté. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un email. Je l'ai archivé. Elle a essayé un numéro privé. Bloqué. Il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser qu'elle était coupée. Les cartes de crédit étaient inutilisables. Les comptes joints gelés. La maison, la voiture, l'assurance santé, l'abonnement aux courses, tout était fini. Juste comme ça. Elle est revenue au portail, a regardé ses bacs sous la bâche, et s'est effondrée. Je l'ai observée depuis la fenêtre à l'étage. Je n'ai rien ressenti. Mais elle avait encore le studio. Sa dernière pièce de l'Empire. C'était son nom sur le titre. Le seul actif protégé par le contrat de mariage. Un cadeau, documenté. La seule chose que je ne pouvais pas reprendre. Et pour l'instant, elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. À partir de ce jour, elle a cessé d'essayer de revenir. Elle a arrêté de sonner ou de frapper à la porte. À la place, elle s'est jetée dans cet endroit comme si c'était la seule chose qui comptait. Peut-être que c'était le cas. Elle a lancé des promotions, des cours gratuits, fait des vidéos pour les réseaux sociaux en parlant de « repartir de zéro », des « indépendances ». C'était une performance. Un one-woman show pour quiconque voulait regarder. Mais je savais ce que c'était vraiment. Du désespoir. Elle essayait de construire quelque chose à partir de la seule pièce que je n'avais pas détruite. Et pendant un temps, elle a tenu. Assez pour sembler fonctionner. Assez pour garder les gens dans le doute. Mais l'étincelle qui illuminait autrefois ses yeux quand elle parlait de notre vie? Elle avait disparu. Ses emails devenaient plus désordonnés. Les avis en ligne du studio sont passés de 5 étoiles à 3,5. Un coach a quitté. Puis un autre. Et finalement, le bruit s'est calmé. Je n'ai pas tendu la main. Je ne l'ai pas averti. Je ne lui ai pas dit que la tempête n'était pas finie. Parce que pour moi, ce n'était que la première vague. Elle pensait que le pire était d'être exclue de sa maison. Elle ne savait pas ce qui l'attendait encore. 6 mois plus tard, la vie s'était installée dans quelque chose de calme. Prévisible. Paisible, même. À propos de la procédure de divorce elle-même, rien d'intéressant, des formalités, tout ennuyeux sans rebondissement particulier. Je me levais tôt à nouveau, comme avant les distractions. Je faisais du café noir dans une cuisine propre. Je conduisais jusqu'à la salle que je gérais vraiment, m'entraînais avec mon équipe, rattrapais la paperasse, et restais en avance sur le jeu. Ma concentration était plus nette. Ma patience plus grande. J'étais de retour à construire. Sophie? Elle essayait encore de garder son petit studio à flot. Les rumeurs en ville disaient que les choses devenaient difficiles. L'engouement initial s'était vite dissipé. Sa nouveauté s'était usée plus vite qu'un tapis de yoga bon marché. Les clients venaient et partaient. Les coachs quittaient. Elle a essayé d'embaucher des plus jeunes, des plus tapas accent grave-l'œil, probablement dans l'espoir de retrouver ce qu'elle avait perdu. Mais la foudre ne frappe pas 2 fois au pas quand la tempête est passée depuis des mois. Elle a tout mis dans cet endroit. C'était la seule chose qui portait encore son nom. La seule chose à laquelle elle pouvait s'accrocher et dire « j'ai fait ça ». Mais sans mon soutien, sans le coussin des comptes partagés,
où un partenaire avec un sens des affaires c'était comme ramer avec une pagaie cassée. Puis une nuit, c'est arrivé. Un appel d'un ami, quelqu'un du coin. « Eh, t'as vu les infos ?» a-t-il dit. Je n'avais rien vu. J'étais en train de finir de dîner, à moitié dans un verre de cognac. Le studio, a-t-il dit. L'endroit de Sophie. Il a pris feu. Je n'ai pas demandé comment. Je savais déjà. Ils ont blâmé le câblage. Un problème avec le boîtier électrique à l'arrière. Apparemment, il y avait des signes de surchauffe vieille isolation, câbles usés, tout ça. Le rapport était vague, mais convaincant. Pas de suspicion d'acte criminel. Pas de signe d'effraction. Rien qui pointait vers un incendie volontaire. Et si quelqu'un était passé avant? Juste une heure? Juste pour s'assurer que certaines choses semblaient un peu plus négligées? Eh bien, personne ne posait de questions. J'ai dépensé un peu d'argent. Discrètement. En liquide, propre, sans trace. Une faveur par-ci, un petit incitatif par-là. Je n'en suis pas fier mais je ne perds pas le sommeil pour autant. Sophie avait pris tout ce qui comptait et l'avait piétiné comme si c'était jetable. Je me suis juste assuré qu'elle ne garde pas le dernier souvenir. L'assurance l'a indemnisée, bien sûr, mais pas beaucoup. Juste assez pour couvrir quelques mois de vie si elle était prudente. Pas assez pour reconstruire. Le terrain ne valait pas grand-chose sans une entreprise en activité, et les permis pour rouvrir prendraient du temps au plus de temps qu'elle ne pouvait se permettre. On disait qu'elle avait essayé de vendre la coquille du bâtiment, mais sans succès. Son nom a commencé à disparaître. D'abord des pages mondaines. Puis des annuaires professionnels. Et finalement, de la ville tout entière. Elle n'a jamais repris contact. Pas une fois. Pas de texto. Pas d'appel. Pas d'email demandant une autre chance, pas de message vocaux larmoyant plein de regrets. Peut-être qu'elle savait qu'il valait mieux pas. Peut-être qu'elle ne pouvait simplement pas se résoudre à affronter l'homme qu'elle avait enterré avec des mensonges et une trahison souriante. Je ne l'ai pas contacté non plus. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait plus rien à dire. On avait tout dit par nos actions. Elle avait allumé l'étincelle le jour où elle avait choisi un raccourci plutôt que l'honnêteté. Je me suis juste assuré que le feu s'éteigne sans rien à sauver. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je l'ai servie fumante. Silencieuse. Propre. Définitive. Je n'ai pas crié dans les tribunaux ou claqué la porte avec des valises volant sur la terrasse. J'ai laissé la vérité porter le poids. La laisser se poser comme de la poussière sur tout ce qu'elle pensait avoir caché. Je ne l'ai pas détruite avec des mots, j'ai laissé ses propres choix le faire. Elle n'a juste jamais pensé que quelqu'un regardait. Maintenant, je me lève tôt, comme toujours. Plus de sourires forcés à table. Plus de questions sur où elle est à 22 heures. Plus de doutes sur sa façon de dire « je rentre bientôt ». Ce poids a été levé. Emporté dans des bacs et laissé au portail, tout comme elle. Je vais au travail. Je soulève des poids. Je mange bien. Je me concentre. Mon entreprise prospère. Mon équipe est plus forte que jamais. J'ai recommencé à voyager et rencontrer des clients en personne, serrer des mains sans courir chez moi vers un fantôme. Et le meilleur? Plus de Sophie. Plus de mensonges. Plus d'excuses. Plus de textos cachés, de pas feutrés, de retours tardifs. Juste le calme qui vient après que le feu est passé. Je suis parti proprement. Elle a disparu. Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans quelle mesure le rapport de force évolue-t-il dans une relation lorsqu'un des partenaires devient totalement indépendant? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».